Bonjour à tous, bonjour au chat. Salut Mickaël. Aujourd'hui, pour cet open mic, on va parler de cocktails à base de café et on est très content sur Rain or Shine de t'accueillir aujourd'hui. Donc merci de ta présence. Et avant de commencer, je vais te demander de te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore. Voilà, je te passe le micro. Ok, ça marche. Je m'appelle Mickaël, j'ai 25 ans, je viens de La Rochelle, plus belle ville du monde. J'ai fait mes études au lycée hôtelier de La Rochelle, où j'ai appris du coup cuisine, service, hébergement, etc. Et où j'ai voulu à un moment me spécialiser un petit peu dans les boissons. Et donc on m'a proposé de faire un concours de café, sur le café. C'était organisé par Malongo, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'y connais pas grand-chose, j'en buvais pas plus que ça. Et donc je me suis dit, allez, go, on y va, quoi. Donc il fallait apprendre l'histoire du café, la botanique, la torréfaction et beaucoup de théorie pour la première sélection. Et après, une fois que tu avais passé ça, tu allais en finale où on te faisait faire de la pratique. Donc des espressos, des cappuccinos, des cocktails sans alcool à base de café, une sorte de mini championnat de barista. Et après, Hmm, tu as une autre épreuve, dégustation et présentation d'une carte de café dans un restaurant. cool. Donc ça, c'était un peu mon premier pas dans le café. Donc j'avais fait un petit championnat de cup testing, des trucs comme ça, quelques dégustations, mais c'était très très vague. Donc après, j'avais voulu faire d'autres concours dans toujours avec ce lycée hôtelier. J'avais trouvé un concours de cuisine. On avait fait, c'était le trophée des champignons. Donc on avait fait un concours de cuisine des champignons Sympa. par Régis et Jacques Marcon, des super chefs dans la Loire. Et donc j'avais participé à ce concours de cuisine, c'était cool. Et après j'avais fait un peu le tour parce que les concours de bar, c'était réservé aux barman. Les concours de sommellerie, c'était réservé aux sommeliers. Et nous, en BTS, on n'avait pas trop le choix de faire d'autres concours. Donc j'avais regardé un petit peu ce qui se faisait et en farfouillant, j'étais tombé sur les cocktails à base de café. Cool. Donc bam, je me suis un petit peu entraîné et j'ai participé en 2015 au Coffee and Good Spirits, où on était 8 ou 9, je crois, à Lyon, au Syrah, et Ouais. j'avais fini deuxième. Donc juste, je fais un petit rappel pour les personnes qui savent pas, mais donc le Coffee in Good Spirit, c'est une des épreuves qui est organisée par la ASCA, la Specialty Coffee Association. Yes. Voilà. Et donc là, tu as terminé deuxième. Ouais. Alors c'était un peu un coup de chance parce qu'il y en avait un qui avait présenté ses cocktails sur la mauvaise table, il y avait Nir qui avait fait overtime de 35 minutes. Tu vois, c'était un Ouais. peu et d'autres qui avaient fait des overtime ou qui avaient oublié des trucs. C'était un petit peu bizarre comme championnat, quoi. Mais bon, je me suis dit, pour quelqu'un qui connaît rien au café, qui s'est entraîné un petit peu à faire tout ça à l'école, en dehors des cours, pour aller faire son championnat à Lyon, c'était sympa, quoi. Bah, pour quelqu'un qui connaissait rien en café, tu as quand même utilisé du bon Non, ouais, café. oui, voilà, c'était quand même du café de spécialité. J'étais quand même un Ouais. peu là-dedans depuis 1 ou 2 ans. J'avais rejoint le réseau des baristas de France, qui était du coup créé à l'époque par Manu. On avait fait des salons à À La Porte de... Rochelle? Ah Non, 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 à La Rochelle. On avait oui. fait un salon à La Rochelle. On avait fait un salon aussi du bar et des barmen, je sais plus où, à Paris, dans le 13e, là. Et Ouais. non, c'était chouette. C'était une bonne expérience de faire tout ça. Et donc après, je suis sorti du lycée hôtelier. J'avais fait une petite expérience au Luxembourg dans un bar d'hôtel en stage. Donc on avait fait, c'était le Royal au Luxembourg, un hôtel 5 étoiles. Et donc j'étais au bar américain où on faisait des cocktails classiques, des créations. C'était sympa. C'était vraiment. Mais du coup, dans ta formation hôtellerie, tu avais quand même eu des notions de cocktail, enfin à base Ouais, bien d'alcool. sûr. Il y a toujours du service, de la cuisine et de l'hébergement, mais tu as toujours une spécialisation. Donc, tu apprends tous les AOC de fromage, tu apprends toutes les appellations du vin en France, quelques trucs européens, et du coup, les cocktails classiques que tu sers en restaurant ou en bar, et quand même une notion sur qu'est-ce que c'est que de la Suze, par exemple, tu vois. Parce que tout le monde voit une étiquette de Suze dans le magasin, mais personne ne sait ce que c'est vraiment, tu vois. Donc en gros, tu as quand même une formation de base, on va dire, sur le bar, qui est quand même beaucoup plus large que le café, quoi. À la base, oui. Ah bah c'est clair. Allez, donc mettons que tu aies une vingtaine de cours de service dans l'année, tu en as peut-être
4 ou 5 qui sont sur les apéritifs et les eaux de vie, etc. Et tu en as un tiers, tu vois, un tiers de cours qui est sur le café, quoi. Ouais. Tu as 3 feuilles recto verso On se court après, quoi. et c'est des vieux chiffres, c'est mal expliqué, il n'y a pas de pratique, enfin, c'est n'importe quoi. Ok, cool, cool. Quand j'étais au Luxembourg, j'ai rencontré François Knopes, troisième génération de torréfacteurs au Luxembourg, et du coup qui lançait la troisième génération avec cette idée de café de spécialité. Cette notion de café de spécialité beaucoup plus ciblé, beaucoup mieux sourcé que le père et le grand-père, mais qui avait déjà lancé cette notion de café de terroir, de café de Mm. qualité. Et donc, j'avais fait mes premiers shifts de barista, si on peut appeler ça barista, puisque c'était encore un petit peu, c'était pas du tout mon boulot, quoi. Et donc, suite à tout ça, je suis arrivé chez Lomi en tant que barista en janvier 2016. Ok. Donc là, j'ai bossé en tant que barista pendant presque 6 mois. Après, j'ai basculé vers la formation. Un peu de torréfaction à partir de 2017-18. Et donc maintenant, je m'occupe de toute la partie formation avec Fanny, de la torréfaction de Paris et du contrôle qualité chez les clients et des torréfactions qu'on fait. Et donc, en étant chez Lumi, tu as reparticipé au championnat. J'ai refait les championnats, donc je suis arrivé le 4 janvier 2016 et les championnats c'était à Marseille peut-être le 20 ou le 25, je crois. Ouais. On avait fait une voiture avec Magda et Nir, on avait été là-bas, on avait fait un Airbnb de malade avec Antoine, Nir, Magda, tout ça, c'était chouette. Et j'ai gagné devant Nir. C'est assez impressionnant. L'élève a dépassé le maître. Ouais. Là, j'étais très fier. Donc, on est allé à Shanghai et Magda avait gagné le latte art. Absolument, ouais. La même année, ouais. Les deux de l'OMI qui se pointaient et qui gagnaient ça en même temps. Donc, on est allé tous les deux et du coup, avec Nir, tous les trois, Nir en tant que coach, à Shanghai. Au On a été championnat du monde. tout le monde à Shanghai. Pareil, expérience de malade, les nouvelles rencontres que tu fais quand tu rencontres les Grecs qui ont 35 ans d'avance sur les compétitions, quand tu rencontres les Anglais qui sont super forts, enfin, super, vraiment une top expérience. Et du coup, j'ai reparticipé pour essayer de monter le niveau au niveau du championnat du monde parce que tu es champion de France et là on te dit, bon, dans 3 mois, tu vas au championnat du monde, quoi. C'est parti. Sauf que du coup, il y a très peu de suivi au niveau de la SCA. C'est un peu dommage encore en France. Et du coup, on s'entraînait vraiment énormément, mais sans vraiment avoir une vision de ce qui allait se passer au championnat du monde. Donc, c'est tes premières explications de cocktail en anglais, alors que tu savais pas comment on expliquait ça Mm. un mois plus tôt. Enfin, t'es encore vraiment pas du tout sûr, quoi. Donc, j'avais quand même fini. On était une vingtaine de participants à Shanghai. J'avais quand même fini 8e sur Ah, 20. cool. Mm. Donc, ouais, ouais, à 2 places de la finale. Et donc, l'expérience et le fait de me dire, allez, je me relance dans les championnats de France pour reparticiper aux championnats du monde et améliorer ma performance, ont fait que j'ai regagné du coup en 2017. Ok. C'était beaucoup plus petit championnat. Je crois qu'à Marseille, on était 6 ou 7. Là, au Sierra en 2017, on était plus que 3. C'était un Ouais. peu, il y avait une perte d'engouement par rapport au Coughing Good Spirits et ça s'est pas amélioré par la suite. Mais on était plus que 3, donc j'ai gagné face à Johan et merde, Jérémy, pardon. Ouais, je me souviens plus. Si, et donc on est parti à Budapest, au championnat du D'accord. monde de nouveau. Où là, En tout cas, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que même au niveau mondial, à Shanghai, vous étiez 20, puis ça a augmenté de plus en plus, quoi. Aujourd'hui, ils sont, je sais pas ouais, combien ouais, de Budapest, compétiteurs. on était une trentaine, je crois. Ouais, puis même l'année dernière, à Berlin, enfin, ils étaient très nombreux. Ouais, Donc il y ouais, a un engouement général, en fait, ouais. sur cette épreuve. C'était une compétition que personne ne connaissait. Ils étaient encore très peu il y a 5 6 ans et maintenant ça explose. C'est génial. Carrément. Ouais, c'est Cool. cool. Ouais, carrément. Alors pour en revenir à notre sujet principal qui est le cocktail, avant que tu démarres, moi j'avais deux trois questions en fait en étant une novice du sujet. Est-ce que tu peux nous dire déjà s'il y a des choses de base en fait à faire et à ne pas faire pour créer un cocktail? Est-ce qu'il y a un nombre d'ingrédients max qu'il ne faut pas dépasser, sinon c'est péché? Et après, dans un second temps, comment tu intègres l'ingrédient café? Est-ce que c'est un vrai challenge ou c'est juste tout simplement un ingrédient comme un autre? Et comment est-ce que tu le travailles pour avoir
un bon cocktail le plus équilibré possible, le type de café que tu recommandes, etc., les méthodes, etc. Voilà. Du coup, avant de partir sur toutes les explications, je vais donner les bases qu'on peut trouver facilement à la maison pour se former et apprendre un peu plus sur les bases qu'il faut avoir sur le cocktail. Alors, attends, Top. je vais descendre. Un premier livre qui est super facile à trouver. Je sais pas si ma caméra est dans le bon sens. La Bible des cocktails. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, Ok. c'est hyper bien fait. Il y a beaucoup de trucs au début qui disent ce qu'il faudrait que vous ayez chez vous. Donc des couteaux, des pilons, des verres à mélange, des cocktails, toutes les sortes de verres. Ok. Il explique pas mal dans quel verre on fait quel drink. Pourquoi est-ce que dans un verre à cocktail hyper fin, en forme de coupette de champagne, on met pas un truc à 150 degrés parce que du coup il risque d'exploser. Enfin, des trucs un peu. C'est pas un peu le cocktail pour les nuls, mais c'est une bonne. C'est un peu ça quoi. Tu vois, les ingrédients qu'il faudrait avoir dans ton bar à la maison pour faire tous les cocktails qu'il y a dans le bouquin. C'est un Comment... peu ouais, c'est un peu l'équivalent du. Enfin, c'est le cocktail, c'est pas sorcier, quoi. C'est un peu ça. Un peu ça, ouais. Comment est-ce que le livre fonctionne? Comment est-ce que tu peux trouver par ordre alphabétique ou par type d'alcool que tu as chez toi? En gros, le but, c'est de dire, j'ai une bouteille de gin dans mon placard, j'ai une bouteille de citron comment ça s'appelle, dans mon frigo. Qu'est-ce que je peux faire comme base de cocktail, quoi. Donc, Ok. c'est pas mal. Ça, c'est cool. Cool, merci. Euh, The PDT Cocktail Book. Alors, PDT, ça veut dire Please Don't Tell. C'est un super bar à cocktail à New York. Et donc, il y a toute la petite carte de tous les cocktails qu'ils ont toujours fait dans le bar à cocktail. Au début, il y a comment faire ton sirop toi-même, comment faire ton sirop de miel, comment faire ta ginger beer. Ah, Voilà. génial. Mm. Ça, je peux t'envoyer une photo de ça. Et à la Ouais. fin, parce que c'est un bar caché, le PDT. Donc, en gros, tu rentres au sous-sol d'une petite maison, tu arrives dans un shop de hot dog, et il faut que tu aies appelé la journée vers 15 heures parce qu'il y a 3000 personnes qui appellent pour avoir la vingtaine de places qui se disputent dans le bar. Il faut que tu sois le premier à avoir été pris en réservation. Et après, tu rentres dans le shop de hot dog, tu vas dans la petite cabine téléphonique, tu fais le 0, et là, tu as le fond de la cabine téléphonique qui s'ouvre, et tu as le bar caché qui est ici. Ah, super. Mais au bar à cocktail, tu peux quand même commander les hot dogs qui sont dans le, Ouais. qui sont dans le shop qui est à côté. Donc à la fin, Ouais. tu as les recettes des hot dogs qui sont expliquées. C'est un peu comme la Candelaria où tu, Où tu bouffes ton taco. à Exactement. défaut, à défaut de rentrer, s'il y a trop de monde, tu manges un tacos, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est en anglais, mais c'est quand même super bien fait pour les trucs un peu homemade, sirop, jus, etc., quoi. Ça, c'est cool. Ok, super. Euh, voilà, ça explique un peu tout. Cocktail. Ça a été Ok. écrit par Maxime Hurt, l'ancien chef barman du Bristol, qui est parti maintenant avec Jonathan Bauer à Toronto, où ils ont ouvert un restaurant qui s'appelle Pompette, un restaurant français avec leurs deux femmes, et qui, avant de partir du Bristol, a écrit un livre sur ses cocktails favoris qu'il a fait là-bas. Ok. Il y a des super belles photos avec les explications de cocktails, Ouais, c'est très beau. espresso martini, tous les petits trucs. Ça, c'est cool. C'est vraiment chouette. Top, c'est un très bel ouvrage, ouais. Ouais, super beau, magnifique. Merci pour les références. Donc ça, c'était 3 livres cocktails, et ensuite, ça, c'est un truc de geek, le guide des Ouais. fermentations du Noma. Donc ça, je crois qu'il y a peut-être 9 baristas sur 10 qui l'ont à la maison. Ouais. Et donc ça, c'est assez intéressant, et c'est quand même super bien fait. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la cuisine, aux fermentations, tout ça, euh, ça permet de conserver des trucs que tu n'as pas à toutes les saisons, toute l'année, notamment les asperges, des trucs comme ça, Mhm. lacto-fermentés, et faire des bases de trucs qui pétillent pour faire des cocktails, quoi. Top. Cool. Donc, c'est la base un peu théorique que vous pouvez trouver un petit peu partout, Cultura, la Fnac, tout ça, pour faire votre bibliothèque. Et ensuite, donc, pour revenir à ta question, 2 grandes familles de cocktails. En cocktail froid, on va commencer. Les short drinks et les long drinks. Donc, les short drinks, c'est des trucs qui servent Ouais. dans ce genre de verre, type coupette, verre à martini, etc. Et c'est Ouais. souvent des cocktails qui sont assez concentrés avec 3 ou 4 ingrédients. Tu vois, il n'y a pas beaucoup plus d'ingrédients, et c'est des cocktails qu'on boit
à l'apéritif très rapidement et assez concentré. Et la deuxième famille de cocktails, c'est les long drinks, donc les trucs un peu plus dilués, plus soft, souvent accompagnés avec des fruits écrasés ou des choses comme ça, rallongés avec du soda ou du tonic ou des diluants, pour faire du coup un cocktail un peu plus facile à boire. Donc Et ça, du c'est les coup, deux familles de cocktails. ouais, pardon, j'allais dire, et du coup, plus de glaçons aussi. Parce que pour le coup, Bah, souvent, ouais. Alors, il y a un truc, c'est on a toujours appris le glaçon, c'est le meilleur ami du barman, quoi. Parce que si tu mets ton cocktail ici à l'intérieur et que tu remplis de glaçons, ton cocktail il est là. Tu vois, l'effet visuel du glaçon apporte énormément et du coup, tu peux remplir moins avec plus. c'est ça. Donc ça, c'est les deux grandes familles de cocktails. Après, quelle base utiliser et pourquoi? On va partir sur l'idée du short drink, donc les cocktails qui servent dans des coupettes ou bien dans des verres à whisky comme ça, par exemple, un peu plus bas. Où là, tu peux mettre un gros glaçon au milieu justement et mettre ton cocktail à l'intérieur. Tu pars souvent d'une base d'un alcool fort, type je l'ai pas ici. Non, je l'ai. Type vodka, whisky, gin, euh, rhum, un alcool qui va apporter la force alcoolique et le caractère à ton cocktail. Et ensuite, tu dilues avec souvent deux choses pour faire des cocktails assez rapidement, du jus de citron et du sucre. Ok, Donc, par exemple, à la maison, il n'y a rien de plus facile que de trouver des tasses à espresso. easy. Easy. Et donc là, tu prends en mesure ta tasse à espresso. Tu fais une mesure ras d'un alcool fort, type rhum, une demi-tasse de jus de citron, un tiers de tasse de sirop de sucre ou euh, du sucre en morceaux. Mhm. Tu shakes et bam, t'as un truc qui démonte, quoi. Super Donc, facile. en gros, le citron se marie avec tous les alcools forts, quasi. Non, pas tout, mais souvent, tu as quand même des bons trucs. Tu vois, le cocktail le plus classique que je viens de citer, rhum, citron et sirop de sucre ou normalement sucre en poudre blanc, tu trouves facilement un daiquiri, quoi. Ça, c'est un cocktail classique. Bouteille de citron, ok, mais mieux citron frais. Ouais, mieux citron frais. Mieux citron frais. Je lis en même temps la question, hein, désolé. Ouais, ouais. Mieux citron frais avec un presse-agrumes comme ça. Ouais, effectivement. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu es 2 mois en confinement et que t'as pas envie que tes citrons ils se perdent, t'achètes un litre de jus de citron, quoi. Ça marche aussi, ouais. Ça marche Comment aussi. faire un gros glaçon? Comment faire un gros glaçon? Un bac? Avec un moule à gros glaçon. Ouais. Euh, Après, en visitant des cocktails, enfin, en allant dans les bars à cocktails, ils partent aussi sur des gros blocs et ils s'amusent à faire, à la main, quoi, voilà, je l'avantage du moule à gros glaçon, c'est que assez facilement, tu te retrouves avec des glaçons comme ça. Sauf que là, tu vois que mon glaçon, il n'est pas transparent. et il Donc faut moi, qu'il le soit? comment? Il faut qu'il le soit? Non, pas forcément. Mais moi, ça me va parce que je vends pas mon cocktail 20 euros. Mais Ouais. si tu as un super beau cocktail que tu vends assez cher avec des alcools un peu premium, avoir un glaçon transparent à l'intérieur de ton cocktail, c'est quand même hyper beau. Ouais. C'est là où ils partent d'un énorme bloc de glaçons fait dans un gros bac pour que ça prenne le plus de temps à congeler et que les bulles d'air à l'intérieur du bac puissent s'échapper, avoir le temps de s'échapper. Alors que plus ton moule à glaçons est petit, et plus les bulles d'air restent emprisonnées et du coup font un truc qui n'est pas transparent. Tu vois? OK. Les bulles d'air, elles font le truc qui est comme ça. Et Petit lorsque nuage blanc. tige, ça fait ce truc opaque au milieu. OK, Voilà. intéressant. Donc ça, c'est devenu un business hein, de faire de la glace dans les bars à cocktails. Ils ont Mmh. des éléments aussi et des pics à glace et ils font des super belles boules. Je pense que les commis, bartenders, c'est un peu leur premier job, quoi. Ouais, mais en fait, quand tu es dans un bar et que tu envoies vraiment du cocktail, il y en a 3 qui font les cocktails, mais il y en a 10 qui ont bossé dans la journée. Parce Ouais. que en bas du bar à cocktail, il y a une vraie cuisine où les mecs, ils ont ça comme bouquin et ils font des préparations de malades, quoi. Tu Mmh. dois faire 3 litres de jus de citron, tu dois faire 3 litres de jus d'orange, tu dois faire des prémix de citron et de sucre pour le mettre directement dans ton cocktail. Ou alors, il y a certains bars à cocktail qui font directement des prémix de cocktail. Tu vois, ça, c'est un Negroni qui est déjà fait. Mmh. Que j'ai pesé, j'ai mis sur ma balance, j'ai fait un tiers, un tiers, un tiers gin,
Campari et vermouth rouge, et bam, j'ai juste à verser sur un glaçon, c'est déjà fait, quoi. Mhm. Classe, ouais. Voilà, classe. Donc, à la maison, c'est assez facile de prendre une mesure comme ça. Tu vois, une tasse Marzocco, ça fait 5 centilitres, 6 Ouais. centilitres. Et du coup, tu peux facilement prendre une mesure. Bam, tu mets deux tiers, pardon, la moitié avec du jus de citron, un tiers de la tasse avec du sirop de sucre, dans un bocal type comme ça, avec quelques glaçons. Un pot Tu de, shakes, un pot de confiture. ouais, un peu de confiture. Tu fermes, tu shakes, tu verses dans ton verre et bam, t'as ton cocktail, quoi. Et c'est parti. Short drink, quoi. Et si tu veux facilement le rallonger, tu mets un petit peu de Perrier ou un petit peu de tonic et ça te fait un truc assez cool. Carrément. Voilà. Donc là, j'avais prévu un petit cocktail pour ça, un long drink, du coup. Ok. Est-ce que du coup, pour le long drink, est-ce que tu peux légèrement baisser la caméra pour qu'on puisse Ouais, voir ton plan de ouais. travail? Alors, je me suis fait un plan de travail à la Watchumi, mais alors, du coup, Plan de travail euh, maison. plan de Ah, c'est travail pas maison, qu'il va falloir que je range, sinon je vais me faire défoncer. mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, première chose, bam, glaçon, du coup, gros glaçon. Hop. L'intérêt des gros glaçons aussi, est-ce que par rapport à la dilution enfin, Ouais. c'est aussi pas seulement pour remplir le verre, mais. Exactement, dilution, ça garde beaucoup plus facilement au froid, ça dilue beaucoup moins, ouais, c'est clair. En fait, moi j'aime bien les gros glaçons pour les mettre dans un shaker par exemple. Pour les mettre dans un shaker, déjà que tu as pas mal de dilution avec des petits glaçons, là ça limite un peu. Et je trouve que c'est plus joli dans un gros verre comme ça, mettre un gros glaçon plutôt que mettre plusieurs petits. Ok. Et les bacs à glaçons, les gros comme ça, on les trouve de n'importe où? J'ai Comme un celui super site internet qui commence par A et qui finit par Amazon. Ok. Je sais pas, 3 euros, 4 euros, 5 Ouais. euros. En Ok. silicone en plus, donc ça se casse pas. Que j'en Mhm. ai un petit bac à glaçons en plastique, tu vois, pour faire des plus petits, mais lui, il a Ouais. ramassé. C'est moins solide, ouais. C'est Voilà. sûr. Et c'est Euh, moi. donc, pas de café, parce qu'il est 17h27. Vodka rhubarbe. Très Bam. bien. Donc ça fait un an que je l'ai fait. En fait, la saison de la rhubarbe, ça dure pas hyper longtemps, mais c'est un peu ce qu'on nous fait croire. C'est-à-dire que... Attends, je remets la caméra comme ça. Ça dure, c'est plus ou moins en même temps que les asperges. Du coup, on peut partir sur fin février, début mai, rhubarbe. Mhm. Alors, à la fin, là, je mettrai un petit lien d'un mec qui est producteur de rhubarbe. Le mec, il fait que ça. Il a 30 000 variétés de rhubarbe et il explique quelle variété, à quel goût, etc. Et on peut passer commande même pour les particuliers, tout ça, c'est super cool. Trop cool. Vodka rhubarbe, 400 grammes de rhubarbe, 500 grammes de vodka, 12 heures à 50 degrés. Ok. Top, J'étais top. j'étais pas dans le désert quand j'ai fait ça, j'ai fait au thermoplongeur. Donc ça, c'est un truc qui se met dans l'eau, qui brasse l'eau et qui chauffe en même temps. Donc là, il y a une petite résistance à l'intérieur. On fixe la température à laquelle on veut cuire les aliments. Et donc, ça nous permet de facilement infuser sans évaporer un liquide un solide dans un liquide. Est-ce que tu peux, il y a Emmanuel qui te demande si tu peux répéter la recette, s'il te plaît, La recette de quoi? de ce que tu viens de ta vodka. Ouais. En plus, c'est un test, hein, donc c'est même pas Ah, abouti, je c'est pas crois. une recette. D'accord. 400 grammes de rhubarbe pour 500 grammes de vodka. Je 12 note sur le chat. 12 heures à 50 degrés. Alors, si tu mets ton truc en route, là, 12 heures à 50 degrés, il faut bien penser à couvrir, soit avec des balles de ping-pong, soit avec du film alimentaire pour éviter que ça s'évapore. Sinon, Mhm. rapidement, il y a plus d'eau, quoi. Il n'y a plus rien. Très Euh, bien. Ensuite, tu filtres et bam, tu as ta vodka rhubarbe et comme c'est alcoolisé, ça se garde à température ambiante, quoi. Ouais. J'ai fait la même chose avec un gin à l'abricot. Ah ouais, cool. Voilà. Donc, maison, c'est assez facile à faire des trucs que tu peux pas trouver ailleurs, quoi. Qu'est-ce que j'avais fait aussi? J'avais fait un Campari. Donc, Campari, c'est un liqueur italien rouge. J'avais infusé avec des grains de café. Pour que ça aille plus vite, j'avais mis à chauffer sous vide. Mais tu peux faire ça avec des fruits. Tu mets de la poire coupée dans du Campari et ça fait un truc de malade. Mhm. Juste un Nova. Ouais, il faut juste un Nova. Ou un pote qu'on a un et qui est à Paris, quoi. Mais comme tu es à Nice, c'est loin. C'est quoi un ANOVA?
Parce que... Nova, c'est le nom de la machine, c'est un thermoplongeur. Ah Mais oui, d'accord. tu vois, mais il y a d'autres marques qui font ça, hein. C'est juste que ça, c'est cool, ça te permet de cuire des asperges, de la viande à la cuisson parfaite. Hmm. Oui, il faut juste le foutre dans un bac. Exactement, ouais. Donc, la base, ça va être une tasse de vodka à la rhubarbe. Ça sent super bon en plus. Et ça, c'est vraiment dommage. Tu vois, c'est comme les championnats de barista. À chaque fois, il y a un truc qui se passe et tu peux jamais goûter la boisson signature du gars qui a fait un truc de malade. Ah oui, toujours, ouais. Donc là, vous êtes tous deg. Une tasse. Ensuite, donc avec la rhubarbe que tu récupères de ça, tu fais des choses aussi. Tu l'as fait, euh, tu l'as fait flamber pour évaporer l'alcool et tu fais un sirop ou tu fais des confitures. Ouais, une compote. Ça, c'est du. Ouais, mais compote, si tu fais pas évaporer, par contre, c'est hyper alcoolisé. Oui, oui, très alcoolisé, ouais. Sirop de rhubarbe, vous voyez pas trop. Hop, un tiers de tasse. Kombucha rhubarbe. Alors attends, on va reprendre parce que du coup, je t'ai expliqué en off tout à l'heure ce que c'était du kombucha, mais tu savais déjà. Pour ceux qui savent pas ce que c'est du kombucha, hop, ça c'est l'explication. C'est un peu dégueu. Euh, Ça s'appelle un SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. C'est juste pour expliquer que, y a des bactéries et des levures qui vivent en symbiose et qui fermentent. Donc la base du kombucha, ça veut dire thé fermenté en chinois. Ça veut dire que si tu laisses du thé, je ne sais pas combien de temps, il y a quelque chose qui se forme sur le dessus, et c'est le début de bactéries et de levures qui vont vivre en communauté pour fermenter à l'intérieur et pour survivre. Donc quand on dit que c'est un champignon, c'est pas vraiment ça. Faut demander à Emmanuel. Moi, je sais pas Le pro des champignons. exactement. C'est une culture de bactéries. Non, c'est pas un champi. C'est une culture de, Ça n'est pas un champignon alors. Ok. une culture de bactéries et de levures qui survit et qui fermente un peu tout ce qui lui passe sous le nez, notamment tout ce qui est concentré en thé et tout ce qui est sucré. Donc, d'une part, alors soit les bactéries, soit les levures vont commencer à manger le sucre pour les transformer en alcool, et soit les bactéries ou les levures vont manger l'alcool pour le transformer en gaz carbonique. C'est un des deux qui fait le boulot de l'autre. Mais donc, il y a une partie alcoolique qui est ensuite détruite par la formation de gaz carbonique. Mais c'est quand même, quand tu achètes du kombucha dans le commerce, il est quand même marqué 0,1% de traces d'alcool, quoi. Mhm. Ok. Donc on peut faire un peu n'importe quoi. C'est souvent des bases de thé noir, de thé vert. Moi j'aime bien faire du Earl Grey, du thé au jasmin, des choses comme ça. Mais je me suis un peu amusé à faire des trucs avec du jus. Donc j'avais lancé un jus de pomme. J'ai tout perdu parce que quand je l'ai mis en bouteille comme ça, j'ai voulu dégazer et j'ai fait plus que ça dans la bouteille. Tout est Ah ouais. parti. Donc, c'était, Ok. j'avais fait un jus de poire, c'était super bon. Et après, jus d'ananas, c'est facile, mais du coup, ça mange tout un ananas pour juste faire un litre de jus, donc ça vaut pas le coup. Ouais. Et la rhubarbe, c'est cool. C'est assez fort en jus, la rhubarbe. Donc, j'ai lancé Ok. un kombucha de jus de rhubarbe, sans sucre. Donc, ça a mangé tout le sucre et ça a créé du gaz carbonique. J'ai un petit peu sucré à la mise en bouteille ici pour que ça refasse du gaz. Du 7 au 13 mai ici avec le champignon. Et ensuite, j'ai filtré et du 13 au 20, du 13 au 19, pardon, ici en bouteille. Ok. Et donc, on va rallonger notre cocktail avec ça. Et ça va nous faire notre long drink. Donc 100%, 100% rhubarbe. Ça s'appelle le 100% rhubarbe. C'est super facile. Et donc là, si vous voulez regarder le gaz qu'il y a dedans, ça part en vrille. Là, Ah, ça... c'est vraiment très gazeux. ah ouais, effectivement, ouais. Bon, ça, faut prévoir en avance pour faire ton cocktail, quoi. Ouais. Euh, Emmanuel dit où tu trouves un SCOBY facilement. Alors moi, la première fois que j'ai voulu faire du kombucha ou du kéfir, je me suis inscrit sur un groupe qui s'appelle Kéfir et Kombucha sur Facebook. Je suis inscrit à des groupes de levain, à des groupes de vélo, à des groupes de tout. Et donc dans ce groupe de kéfir et kombucha, tu peux mettre un mot et tu dis bonjour, je suis à Paris 19. Est-ce que il y a quelqu'un de chez vous qui est dans le coin qui a un SCOBY à me filer?
Ouais. De manière générale, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. C'est un peu comme ça que ça se passe, ouais. Parce que récupérer un SCOBY ou en faire naître un, c'est très difficile. J'ai jamais essayé l'expérience de dire je laisse fermenter du thé 6 mois pour que ça me donne ça, quoi. Mm. Mais par contre, récupérer un SCOBY de quelqu'un, c'est super facile parce qu'en fait, ça se multiplie. C'est-à-dire que ça va prendre tout l'espace qu'il y a en largeur dans ton bocal, et ensuite ça va se diviser, et il va y avoir la mère et les enfants qui vont se mettre en dessous. Donc à un moment, il faut récupérer seulement les parties du dessous, qui sont les parties qui renaissent, et virer toutes les parties qui sont mortes sur le dessus. Donc tu vires la mer, quoi. Exactement. Et après, ça se multiplie, et du coup, l'enfant devient la mère, etc., Oui, quoi. oui, c'est un cycle. Ouais. Ok, ouais, il faut quand même un petit instant quand même pour. Et donc là, bam, on allonge. Attends, on voit pas la. Faut que tu baisses la caméra. Après, un Parfait. petit peu plus. Donc ça, on mesure pas trop, c'est vraiment comme quand tu dilues ton Ricard, quoi. C'est-à-dire que si tu veux un peu plus concentré ou un peu plus dilué, tu gères comme tu veux. Et après, avec une cuillère à café ou un cuillère mélange, on vient ici mélanger pour dire la vodka est bien mélangée avec le sirop, qui est bien mélangé avec le kombucha ou le diluant, mais sans vraiment trop mélanger pour essayer de garder le maximum de gaz. 100% rhubarbe. Ok. Super bon. Il y a Manu qui dit attention, Solange je te regarde, c'est une pro du cocktail aussi. Salut Solange C'est et qui bienvenue. Solange? C'est Solange Rigaud. Salut. Voilà. Moi, je suis pas pro de cocktail, hein. Bah, Solange elle pourra peut-être nous faire une vidéo aussi, un de ces quatre. Donc 100% rhubarbe, ça c'est ce que j'ai voulu faire. Santé. Ça goûte la rhubarbe, hein. C'est le goût de la rhubarbe. C'est plutôt bon. Ouais, c'est super bon. Non, mais c'est vachement rafraîchissant, on sent très peu la vodka. Ouais. Là, c'est Super vrai que cool. c'est pour ça que ces boissons fermentées marchent. Enfin, on a plutôt plaisir à les déguster l'été en fait. C'est Ah très ouais, rafraîchissant, très léger. Bizarrement, exactement. on les oublie l'hiver, bizarrement. Ouais. Exactement. Donc ce qui peut être cool, c'est de faire ça dans ce verre-là plutôt, à mon avis. Et Ouais. là, j'avais des glaçons qui pouvaient bien fitter dedans. Donc souvent, comme tu dis, j'essaye de faire ces grands blocs de glaçons et je les retaille pour que ça Ouais. fasse vraiment un beau glaçon qui aille tout du long ici. Et là, j'étais un peu short pour la préparation. Mais faire un super beau glaçon ici, et tu pèles une tranche de rhubarbe, tu la mets ici en décoration tout du long, un serpentin, que ça ressorte un petit peu ici, bam, tu fais ton cocktail dedans. Bah, Mhm. dans un bar à Paris, tu vends ça 20 balles, quoi. 15 €, ouais, 20 €. Tout dépend Ouais, où tu vas. Est-ce que tu as une recette à base de café quand même à nous proposer, à tout ouais, hasard? ouais, ouais, Parce ouais. que j'ai vu un clever, Ouais. donc j'imagine que tu as quelque chose à la tête. La recette des championnats du monde 2017 à Budapest. Et juste avant que tu démarres, ma question, ouais, pour reprendre celle que j'avais au départ, c'était est-ce que travailler l'ingrédient café, c'est quelque chose de très particulier ou finalement ça reste un ingrédient comme un autre dans un cocktail? Enfin, une épice comme une autre? C'est marrant, ouais. Alors, il y a tellement de façons de le travailler que du coup, c'est vraiment un ingrédient qui est très difficile. C'est-à-dire que tu peux le travailler en boisson ou en grain. Tu peux le garder en moulu et faire une sorte de givrage, tu sais, comme pour les margaritas avec du sel, Mmh. là, sauf que du coup, c'est un peu moins facile à manger, etc. Ouais. Mais le plus facile, donc, c'est de le travailler en boisson, soit de le faire en espresso, soit de le faire en filtre, ou alors tu te fais un cold brew comme ça. Et Mmh. tu peux le mettre. Ça veut dire que là, on aurait pu faire moitié vodka, moitié cold brew pour apporter un petit peu de café, Mmh. OK. tu vois. Mais le problème, c'est que le café, tu vois, le cocktail, il est magnifique, il est rose, il est translucide. Tu mets du café dedans, il devient marron, quoi. Donc en termes d'esthétique, cocktail, c'est moyen? Ouais, c'est souvent moche, ouais. Ouais. Et Donc d'ailleurs, je respecte énormément ceux qui arrivent à faire des cocktails café avec, euh, avec un truc hyper translucide, quoi. c'est Mais pour ça qu'on utilise des verres, justement non transparents, enfin sur des compètes, j'ai vu ça plusieurs fois. ouais, souvent, souvent, exactement. Mmh. Alors, il y a quand même des possibilités, tu vois. Là, je vois possibilité de clarifier le café. Il y a un mec qui avait sorti un truc anglais, je crois, qui avait sorti un truc qui s'appelait Clear Coffee. C'était du cold brew complètement translucide. OK. J'ai jamais utilisé, je sais pas ce que ça vaut. Mais le truc, c'est qu'en compétition,
T'es obligé, t'as 10 minutes, non, oui, c'est ça, t'as 10 minutes pour préparer deux cocktails chauds, deux cocktails froids, et tu dois extraire les cafés en live. Du coup, le truc, c'est que clarifier en live en 10 Ouais, minutes, c'est très peu possible. c'est C'est pas compliqué. non, c'est pas possible. Et surtout, la solubilité du café dans de l'eau, c'est quelque chose que tu peux pas reclarifier. C'est-à-dire que donc le TDS, les particules qui sont solubles dans l'eau, elles sont tellement microscopiques que tu peux pas en live comme ça séparer le Hmm. liquide du solide, quoi. C'est vraiment un Ouais. processus qui est super dur. Il y a Manu qui dit testé par James Hoffman qui a failli vomir, apparemment. Donc, Ah bah lui, ouais. il fait que des vidéos pour vomir et pour critiquer, non? Je sais pas. Enfin, en tout cas, apparemment, ça n'a pas l'air fameux. Faudrait qu'on goûte de notre côté. Mais après, le cocktail en café, non, le café en cocktail, pardon, que ce soit en espresso ou en filtre, euh, moi j'aime bien partir du café pour sortir une idée de cocktail. Ok. C'est-à-dire que souvent, on a une idée de cocktail, genre ça, 100% rhubarbe, et on trouve un café du Kenya qui goûte la rhubarbe, bam, on le met dedans. Sauf que bah, du coup, ça marche pas forcément. Ça peut marcher à peu près une fois sur 10. En revanche, queuper du café, faire une liste de toutes les notes aromatiques, de toutes les textures, etc., et ensuite recréer un cocktail qui exprime toutes ces notes aromatiques, à mon avis, c'est quelque chose qui marche beaucoup plus facilement. Et c'est Ok. quelque chose que j'ai toujours fait. Je préfère partir de ce sens-là que l'inverse. D'accord. Donc, si tu as un Éthiopie, jasmin abricoté, j'en sais rien, tu vas essayer de trouver ces ingrédients-là, enfin, les utiliser. Tu mets du gin abricot, tu fais un kombucha au jasmin, et bam, tu essayes de faire un truc avec ça, quoi. Ok. À mon avis, ça peut être une bonne solution. Donc là, pour le... C'est bon? Ouais, carrément. Cool. Cocktail café. Alors, pendant longtemps, on a été obligé d'utiliser Grand Marnier. Ça, c'était le sponsor officiel du Coffee and Good Spirits. Grand Marnier, c'est une base de cognac dans lequel on infuse de l'orange. Du coup, c'est quand même très fort sur les arômes boisés, sur l'eau de vie de raisin et sur les arômes d'orange. C'est vraiment très puissant, quoi. Donc, sortir de cet arôme orangé du Grand Marnier, c'était très difficile. Heureusement, du coup, les règles ont un peu changé. Grand Marnier a arrêté de sponsoriser toute cette compétition et on a pu utiliser autre chose. Donc, j'ai voulu quand même rester dans ce côté fruits rouges. J'avais au championnat du monde un cocktail qui était fait avec un geisha du Panama, qui était hyper floral, très fruits rouges. C'était un naturel. Et Mhm. euh, et il y avait quand même beaucoup de notes florales qui pouvaient se retrouver dans pas mal de liqueurs et d'alcool. Donc ma base, c'était du slow gin. Donc ça, c'est une liqueur à base de gin infusée avec des baies rouges, des fruits rouges. T'appelles ça le slow gin? Slow gin, Ok. voilà. Ça titre à 26 degrés, ça titre pas comme un gin à 40 degrés, et c'est un peu plus sucré, un peu comme une liqueur, quoi. Il y a plusieurs marques qui font, je trouve que celui-ci, Plymouth, c'est un des plus faciles à trouver et un des plus faciles à mettre en cocktail. Donc ça, j'aime bien. Euh, la deuxième chose, c'est toujours à base de gin, ça s'appelle le Pims. Alors, je sais pas si tout le monde connaît, le Pims, c'est souvent de se présenter de cette manière-là. Ils appellent ça le Pims Cup, c'est le cocktail enfin, le préféré des Anglais. Tu mets ça dans une énorme vasque, une énorme bouteille de Pims, deux, trois bouteilles de Canada Dry, et là, tu mets fraises, citron, orange, un énorme bouquet de menthe. Tu laisses macérer comme ça pendant 30 minutes, et après, tu sers à la louche dans des gros verres avec des glaçons. Ok. C'est leur Super, sangria, quoi. super rafraîchissant, c'est génial. C'est super bon. Ok. Et c'est pas très fort parce que ça, c'est à 25 degrés, quoi. Tu vois. Ok. Donc ça, c'était de nouveaux gin, de nouveaux fruits rouges. C'est infusé aussi avec des plantes. Et je voulais un peu représenter ça, quoi. Troisième chose, donc on est sorti du Grand Marnier puisque on n'avait plus l'obligation d'utiliser ça, mais je voulais garder quand même un truc un peu français, une liqueur que on trouve pas super facilement, et donc j'étais parti sur ça, Qu'est-ce que c'est? H-Theoria. Alors je sais pas si c'est hyper facile d'en trouver. C'est deux filles qui s'appellent Marlène et Camille, que j'avais rencontrées à la journée scientifique du café. Marlène, elle était née dans les parfums et elle a voulu du coup créer une marque de liqueur
qui pouvait retranscrire comment ça s'appelle, les caractères de l'être humain. Ok, Trois liqueurs, procrastination, hystérie et perfidie. sympa. Donc ça, c'est hystérie. Donc quand tu le bois, c'est vraiment quelque chose d'hystérique. Ça veut dire qu'elle était venue me faire la dégustation de présentation. Et en fait, quand tu le bois, tu as vraiment un kick comme ça d'acidité et de fruits rouges, comme quelqu'un qui s'énerve dans ta bouche, quoi. Hystérie. C'est vraiment, vraiment très, 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 très puissant dans ce sens-là. Donc ça Et, arrive, c'est une grosse attaque et puis après ça repart ou ça te reste. non, non, ouais, c'est une grosse attaque et après c'est très délicat, très floral, très fruité et tu sens un petit peu les agrumes, tu sens les fruits rouges, tu sens une Ok. petite acidité de framboise et vraiment c'est super bon. Donc du coup j'avais utilisé ça aussi. Mon café du Panama est infusé en café filtre et Ok. ce qui me faisait une boisson qui était tiède. Alors du coup, hop, vous allez me dire si vous voyez correctement. Donc ça, l'indispensable à la maison, on peut plus en acheter, mais moi j'ai 1000 pailles. Maintenant, c'est les pailles métalliques. En plastique. Là, vous voyez bien. Hop là. Donc ça, Ouais. c'est un peu pareil. Ou en bambou. Ou en bambou. Ouais, Ouais. mais bon, après, il faut les rincer et tout, c'est chiant. Vraiment. Ou en papier. Bon, pas- Bon. donc la première chose qu'on va faire, c'est infuser le café. Donc les verres brewers, c'est une méthode par immersion, ça met un peu plus de temps. Donc là, Euh, on est sur un cocktail chaud, hein, ou ouais, tiède. en fait, Ouais. donc tu dois préciser au championnat si c'est un cocktail chaud ou un cocktail tiède, warm. Tu dois dire si c'est un warm ou hot drink. Ok. Donc là, c'est plus un cocktail warm parce que du coup, c'est pas très chaud. Je l'infuse avec de l'eau qui est aux alentours de 90 degrés. Et ici, ça vient dans ma French press sur les alcools qui ne sont pas chauffés. Du coup, D'accord. ça donne quelque chose qui est warm, un peu réchauffant, quoi. Mhm. Donc là, attention, ça va faire un peu de bruit. Le droit du moulin. On est vraiment en immersion dans ta cuisine, là. T'as dit quoi? Je dis, on est vraiment en immersion dans ta cuisine. Exactement. 15 grammes de café, 200 grammes d'eau. Ouais, c'est pas trop mal. J'ai une petite machine à café, j'ai ma plaque de cuisson. Ici, j'ai les trucs pour les prépas. Là, C'est pas mal. vous êtes posé sur le grille-pain. Et derrière, il y a le KitchenAid. On est bien. Toi, t'as de quoi faire des cocktails chez toi? J'ai un shaker, une passette, et c'est à peu près tout. Pas de Ok. verre doseur, rien du tout. En gros, Ok. les indispensables ou les basiques, ça va être un shaker et un ou deux verres doseur et une cuillère Non, mélangeur. non, parce que tu vois, ben non, la cuillère, tu peux prendre une cuillère à café. Ouais. En fait, la cuillère à mélange, c'est vraiment un truc qui est génial quand tu veux vraiment faire un truc dans un verre à mélange. C'est-à-dire que la forme ici en spirale, ça permet de garder son doigt à la même hauteur tout en faisant ce geste ici de mélange. Mhm. Tu peux pas faire ça, ce geste de mélange avec une cuillère qui est plate ici, ça tournera jamais. Tu vois, tu es toujours comme ça. Alors que là, la cuillère tourne à l'intérieur du verre. Ok. Le shaker, oui, mais tu peux très bien le faire avec un bocal. Donc il y a C'est vrai. plusieurs formes de shaker. Euh, le shaker qu'on connaît le plus, c'est ce shaker ici en 3 pièces. On peut pas faire de pub. Mhm. Tu fermes ici et tu as la passoire qui est intégrée. Ça s'appelle un shaker 3 pièces. Et ensuite, moi, le shaker que je préfère, c'est le shaker ici 2 pièces, full inox, ou bien une partie qui est en verre ici. Et du coup, qui peut être remplacé par une pinte de bière ou un verre comme ça, par exemple, qui peut venir à l'intérieur. Tu Oui, vois. donc ça bloque. Et en revanche, ici, tu as besoin par contre d'une passoire. Exact. Parce que là, c'est intégré dans le 3 pièces, mais l'autre, tu es obligé d'avoir une passoire. Et ensuite, la troisième chose, c'est un verre à mélange, si tu veux, ou bien tu peux. Ça ici. Ça, c'est un verre à mélange. Donc, en fait, il y a allez, 4 grandes méthodes. Non, 3 grandes méthodes pour faire les cocktails.
en direct. Donc, c'est le cocktail que j'ai fait. C'est-à-dire qu'on met tous les ingrédients dans le même verre, le verre qui va servir au service à boire. La deuxième méthode, c'est au verre à mélange. Et la troisième méthode, c'est au shaker. Ok. C'est les trois grandes méthodes pour faire des cocktails. Donc, verre à mélange avec bec verseur. Avec bec verseur, mais de plus en plus, tu vas ne plus voir ce type de verre à mélange, parce que c'est souvent super fragile dans les bars, etc. Tout le monde les pète. Et surtout, c'est assez compliqué d'utiliser ça. C'est-à-dire que t'as pas le droit de mettre de sirop, t'as pas le droit de mettre de jus. Ça, c'est des règles de bar que tu es obligé de respecter. Pourquoi? Enfin, C'est comme ça parce que du sirop et du jus, ça tacherait le verre. C'est souvent des cocktails qui sont très translucides, type Manhattan ou Dry Martini, qui sont faits dans des verres à mélange comme ça. ok. Mais le problème du verre comme ça, c'est que ça met beaucoup de temps à changer de température. Ça veut dire que le, la consommation calorifique du verre est beaucoup plus lente que celle du métal. Si tu mets des glaçons ici à l'intérieur et que tu mesures la température du verre, ça va mettre très longtemps à arriver à la température du glaçon. Alors que le métal ici, il va très rapidement descendre en température. Mhm. Ouais, Donc, effectivement. le plus souvent, tu trouves vraiment des barmen qui font leur cocktail au mélange, au verre à mélange, dans des tins de shaker comme ça. Parce que ça descend très rapidement en température. Et moi, de Ok. plus en plus, je fais ça aussi. All right. Alors, où en est-on du cocktail? L'eau est chaude, donc c'est parti, on infuse le clever. C'est parti. Donc 25 grammes de café, non 15 grammes de café, 200 grammes d'eau. À 90, hein, t'as dit. Ouais. Et donc pendant que ça infuse, on va mesurer les cocktails, les ingrédients dans ma petite French press qui est là. Tu infuses pendant combien de temps? Euh, 1 minute 30. Et après, ça va couler encore pendant au moins une bonne minute 30, quoi. Là, j'ai fait une mouture assez grossière quand même. Ok. Donc on y va. Bam. 25 millilitres de ça, De distillerie. hystérie, liqueur hop, française, avec beaucoup de notes de fruits rouges, d'agrumes, très vifs. 1 centilitre de gin aux fruits rouges. En fait, à chaque fois, c'est vraiment pour compléter la gamme aromatique d'un café. Ça veut dire que on vient pas mettre 5 centilitres de gin dans un cocktail qui est déjà avec 200 grammes de café. Ça fait vraiment trop en quantité et ça masquerait le goût du café. Puisque 1 centilitre d'un alcool comme ça infusé, ça vient masquer facilement 5 ou 6 centilitres de café, quoi. Et Donc en encore, gros, pardon? donc, en gros, en fait, les quantités de chacun des ingrédients, c'est en fonction de, là, en l'occurrence, de la quantité totale de café que tu vas mettre dans ta boisson. Oui aussi, mais c'est vraiment très minime. Ça veut dire que rarement tu verras des cocktails au café qui sont très alcoolisés. De Et toute ensuite, façon, le but, est-ce que c'est d'avoir une dominante café dans la perception de ce que tu bois? toujours garder le goût du café. Ok. Et ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien sur quoi ma French press est posée, mais ça s'appelle un agitateur magnétique. Ah ouais. Donc, tu as mis un petit aimant. Donc, une petite pilule, un aimant qui vient tourner ici à l'intérieur, qui vient homogénéiser mes alcools. Quel geek. Et bam, je viens extraire mon café directement sur mon vortex pour que tout soit correctement mélangé. Pratique. C'est moins Voilà. fatigant. Donc ça, c'était une idée du grand Houdini Nir Shushana, de faire ça en live devant les gens et de venir homogénéiser notre cocktail chaud directement, comme si on faisait au verre à mélange, mais sans contact. C'est un intérêt ou c'est uniquement pour le show? Non, non, c'est bah, d'une part, vraiment, c'est pour le chaud, parce que c'est magnifique, tu vois, et tu peux augmenter la vitesse pour que ça fasse vraiment Ouais. une teinte à l'intérieur. Est-ce que tu peux Donc, baisser encore un tout petit peu la caméra, peut-être pour mieux voir le vortex? Si jamais. Bon, après, la couleur étant foncée, vous voyez. on voit un petit peu.
En fait, c'est utilisé en laboratoire pour ne pas diluer les préparations que tu viens mélanger. Et surtout pour ne pas avoir un impact sur les préparations que tu mélanges, puisqu'il n'y a aucun contact. Mhm. La pilule, à la base, enfin, l'aimant qui est à l'intérieur est désinfecté. Donc là, c'est terminé. Bam, on coupe tout. Et on vient ici séparer l'aimant du reste du liquide avec, bien sûr, le couvercle de la French press. Et servir hop, dans un verre. Voilà, c'était servi comme ça. Et voilà. J'ai Solange qui a des questions sur le chat qui demande le quid des alcools infusés au grain de café, possibilité de contrôler les saveurs en fonction du café en grain. Ça, c'est Ouais. une question. Alors, on en a parlé tout à l'heure. On a dit Campari, on a dit. C'est merde. On a dit Campari au grain de café, Campari à la poire, Campari à plein de choses. Alors, soit infusion au froid, non mais c'est pas grave, soit infusion au froid, soit infusion à chaud. Et après, c'est à peu près le même mode de process que faire un cold brew, par exemple, si tu veux le faire au froid, ou alors comme une cafetière à piston chaud, une French press, si tu veux le faire à chaud. Sauf qu'il faut prendre en compte que l'alcool, c'est super volatile et que du coup, c'est plus facile d'infuser et d'avoir un meilleur résultat sous vide. Ok. Donc, mise sous vide, moulu, concassé ou en grain, ça dépend de la concentration que tu veux avoir, enfin, de l'extraction que tu veux avoir au final, et surtout bien doser les grains de café et la, et la torréfaction, quoi. Donc là, il n'y a pas de règle en fait, c'est juste de l'expérience, tu testes un petit peu et tu vois ce que ça donne quoi. Et tu regoutes au fur et à mesure. Le mieux, c'est de prendre 10 centilitres de Campari, tu mets un grain de café, à côté 10 centilitres de Campari, 2 grains de café, 10 centilitres, 3 grains de café, enfin ça fois 30, et dans le même bain, pendant le même temps, et tu regardes à peu près ce qui se passe, quoi. Ça, c'est D'accord. vraiment si tu veux pousser les expériences. Moi, je le fais et je dis, bah, la prochaine fois, je mettrai plus, tu vois. Je Mmh, fais 10 batchs de Campari café pour trouver la bonne recette. bien Mais, sûr. euh, mais ouais, c'est une bonne idée et c'est beaucoup d'expérimentation à faire sur les alcools infusés. Après, il Il faut y a... trouver pardon. Ouais, vas-y, pardon. Après, il faut trouver les bonnes bases pour pour marier le bon café avec, quoi. Oui, c'est un peu ça. Et du Le coup, il y a Campari Manu qui a une... est très amer, ça veut dire que si tu rajoutes un café qui est léger à l'intérieur, ça va pas bouger énormément, quoi. D'accord. Donc c'est aussi en fonction du type de café et de la torréfaction que tu vas associer un alcool plutôt qu'un autre. Ouais. Manu demande torréfaction claire, entre guillemets, OK, pour les Euh, infusions, j'imagine. Bah, en fait, plus la torréfaction est claire, moins ton café est soluble. Donc, et après, va falloir savoir quel arôme tu veux développer dans quel alcool. Si tu veux faire une liqueur de café, tu as bien vu qu'il fallait faire une torréfaction plus, puisque du coup, ce que tu veux vraiment dans de la vodka, c'est donner simplement le goût de café. C'est Mhm. pas donner le goût abricot de ton Yirgacheffe lavé. Du coup, Parce que ça, retrouve tu l'auras pas. Ça, tu comment? pourras pas l'avoir. Ça, Bah, c'est difficile parce que la vodka, c'est seulement 60% d'eau, du coup, puisqu'il y a 40% d'alcool. Donc, Mhm. arriver à extraire au moins autant que dans ton V60 avec de la vodka, sachant que tu fais jamais bouillir ta vodka, c'est compliqué, quoi. Tu n'arrives Mhm. pas forcément à atteindre et à extraire le maximum d'arômes dans ta gamme aromatique. Donc, c'est souvent limité à café. Ok. Et est-ce qu'il y a des... Donc, quand tu construis un cocktail, est-ce qu'il y a un nombre d'ingrédients maximum? Là, tu en as mis trois, par exemple, en plus du café. 1, 2, 3. Ouais. Ah, mais non, j'aurais pu rajouter. Tu vois, je viens de goûter et c'est limite sucré. J'aurais pu mettre un demi-centilitre de sirop de rhubarbe, histoire d'apporter un petit peu de sucre. J'avais oublié ça. En fait, dans le championnat, je mettais du sirop de rooibos. Mais alors là, j'en ai pas. Et, D'accord. mais là, j'aurais pu mettre un demi-centilitre de sirop de rhubarbe. Ça aurait un petit peu arrondi à la chose. Il y a Menu qui a une question intéressante qui dit
Et donc, il n'y a qu'un seul goût de café dans les alcools, parce que de manière générale, que ce soit les liqueurs, que ce soit les glaces parfois, que ce soit les... Enfin, on a souvent, quand on travaille dans le café spécialité, on a quand même une diversité de palettes aromatiques. Et quand on goûte un éclair au café ou un gâteau ou une glace, bah, parfois on a quelque chose de très standard et de pas très vibrant. Ouais, Et finalement, on ne peut pas avoir quelque chose d'un peu plus subtil que ça alors. bien sûr. Attends, je reviens, j'ai un autre truc. Il revient. Est-ce que ça va le chat? Alors, ça, c'est de la liqueur de café que tu retrouves chez Métro. Yes. Donc ça, je crois que je l'ai depuis, je sais pas, 5 ans, parce que c'est dégueulasse et que je m'en sers pas. Ça, c'est un truc qui est fait en Belgique. Horrible. Le, Chouche coffee. le Chouf Coffee. Chouf Euh, coffee. et c'est pas dégueulasse, ça, c'est bon. C'est une liqueur de café qui est fait par la brasserie, du coup, de la Chouf. Et c'est un peu plus subtil qu'une liqueur au café classique. D'accord. Mais une des meilleures liqueurs de café que j'ai pu goûter, ça reste celle-ci, Camok. Ça, c'est un Ok. truc, ça, c'est un truc qui est fait en Vendée, à Luçon. Donc, ma grand-mère habite à 5 minutes en bagnole du truc, c'est pour ça que je connais. Mais c'est fait avec des arabicas sélectionnés, vieillis en fût, etc. Enfin, franchement, la complexité aromatique de ça par rapport à n'importe quelle liqueur au café, Tia Maria, comment ça s'appelle l'autre, Kalua, ça n'a rien à voir. C'est C'est vraiment de excellent. de manière générale, c'est ultra sucré et limite un peu cramé. Celui-ci, il est comment en bouche? Non, celui-ci, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus café un peu adouci, quoi. C'est pas juste du café torréfié brûlé. Ça, c'est vraiment, D'accord. aromatiquement parlant, c'est beaucoup plus intéressant. Ça reste café standard, quoi. Il n'y a rien de... Parce que, encore une fois, c'est très difficile de développer le potentiel aromatique d'un café à 100% dans de l'alcool, quoi. Même s'il est moulu, parce que là, quand tu parlais tu mettais en grain, mais si tu le mous, il n'y a pas possibilité, même dans la vodka, d'extraire plus. En fait, quand tu veux extraire le maximum du café dans de l'eau, il faut déjà le porter à au moins 90-95 degrés, quoi. Mm. Et donc, infuser de la vodka à cette température, même sous vide, c'est énorme. Ça, j'ai jamais fait. J'ai jamais Ouais, vu comment est-ce qu'on pouvait extraire ça. J'ai jamais vraiment non plus étudié cette extraction du café dans de l'alcool. Peut-être d'accord. que je me penche plus sur ça, mais j'ai jamais vraiment poussé l'expérimentation là-dessus. Il y a une marque australienne qui a sorti une liqueur de café qui s'appelle Mister Black. Est-ce que Ouais, c'est quelque chose que tu as déjà incroyable. goûté? Ça, c'est super cool. C'est, comment il s'appelle, Martin Hudak, qui est brand ambassadeur de ce truc. Lui, il est champion du monde de Coffee and Good Spirits en 2017 et il est devenu brand ambassadeur de Mister Black, qui avait du coup une seule gamme ou deux, je crois, de liqueurs de Ouais, café. Ça s'appelait Mister Black Coffee Liqueur et c'est devenu Mister Black Colombie, Mister Black machin, Mister Black truc. Et ils ont plusieurs trucs exactement. maintenant. Ouais, ouais. Et Ça, est-ce c'est que cool. tu as eu l'occasion de goûter? Ouais, ok. J'en ai goûté, mais c'était en cocktail sur un salon. Donc, je pourrais pas te dire vraiment. J'ai jamais vu D'accord. la bouteille et goûté ce truc en direct. Mais ouais, ouais. Je, Oui, c'est je un des voudrais. meilleurs. Tout à fait. Ouais. Bah, parce que justement, j'avais vu sur leur site qu'ils avaient une gamme Colombie, donc single origin, et j'étais curieuse de savoir en fait à quel point ça pouvait être différent d'une liqueur classique. J'aimerais vous mettre le lien sur le chat, mais j'arrive pas à Tout ça. trouver. Donc toi, t'as trouvé ça pas mal. Bah, c'était en cocktail. Ouais, c'est sûr. Alors attendez, je vous le mets sur le chat, mais c'est la page Facebook. C'est ce que je trouve de plus rapidement. Il y a certainement un site, mais j'avais vu que c'était australien en fait. Ouais, Qui ouais. lançait ça. Voilà. Ok. Ouais, donc en gros, la question de se dire, essayer d'avoir une extraction, en tout cas une liqueur de café avec une palette aromatique très large, c'est quelque chose qui pour le Ouais, moment ne paraît pas ouais. faisable. Si, il faudrait essayer, quoi. Mais qui dit liqueur dit sucre, et du coup, tu sais, le café sucré, ça donne encore des arômes différents. Enfin, tu Ouais, peux avoir le meilleur éthiopien lavé dans ton V60, si tu mets du sucre et que tu mets de l'alcool, c'est dégueulasse, quoi. Même s'il est bien extrait à la base.
En gros, les gens qui gagnent en compétition, ça se joue à quoi en fait? C'est quoi exactement les critères C'est parce que- énormément, à mon avis, à 80% du storytelling, D'accord. de l'expérimentation du public, quoi. C'est-à-dire, Ok. comment est-ce que tu fais voyager les juges à travers ton explication? Et ça, je l'ai Au-delà. compris, après avoir fini 9e à Budapest, quoi. Tu vois, D'accord. c'est Parce que, déjà. enfin, après, il y a les critères, il y a la fiche d'évaluation sensorielle aussi. Donc, j'imagine Ouais, que c'est l'équilibre de manière générale. oui, c'est ça. C'est tout. Il y a équilibre. Il y a. Est-ce que c'est possible de le reproduire dans un bar? Tu vois, est-ce que t'as pas fait des pailles en gousse de vanille ou des choses comme ça? Ouais. J'ai fait. Et il y a beaucoup sur l'expérience. C'est pas vraiment noté. Il n'y a pas une case marquée expérience, mais dans le global, l'impression générale, c'est est-ce que le mec a fait voyager le public, quoi. Enfin, D'accord. En tout cas, cette case, elle existe enfin, dans les autres catégories. Mais ouais. donc, tu as envie de dire que sur cette compète-là, c'est beaucoup plus important. Je pense, ouais. Et la cohérence entre les deux cocktails. Parce que finalement, euh, extraire du café correctement, etc., parler de l'altitude, parler du nombre d'heures dans lequel il est resté dans le temps qu'un aérobic, etc., ça n'a aucun sens dans le championnat de barista, de Coffee and Good Spirits, pardon. C'est très difficile de parler vraiment produit café pendant tout le temps, puisque tu dois parler de tout ce qui va avec pour créer ton cocktail et de l'expérience que tu fais vivre au juge. Donc, il y a plusieurs données clés à dire au juge, notamment la date de torref, quelle variété et quel pays, etc. Mais on s'en fout de l'altitude, on s'en fout du nombre d'heures de fermentation, etc. Ce qui n'est pas le cas dans le championnat de barista, où il y a vraiment beaucoup de chiffres que tu dois vraiment donner, les minutes de Mm. fermentation, etc., pour que que tu aies le maximum de points. Euh, il y a beaucoup Ouais, là, plus. c'est l'imaginaire que tu crées autour de ton cocktail, quoi. Et selon le nom que tu lui donnes, j'imagine. Exactement. Ok. Et est-ce qu'il y a des cafés que en gros, tous les cafés peuvent être utilisés en cocktail. Il n'y a pas de café qui passerait pas du tout, quoi. Ouais. Après, souvent, des geishas trop floraux, des Éthiopiens trop floraux, des Kenyans, etc., c'est assez difficile à maîtriser. C'est-à-dire qu'un Kenya, si tu veux le faire en espresso et que tu fais un cocktail froid avec l'acidité du truc qui est en espresso plus l'acidité de l'espresso froid, c'est très difficile à maîtriser. Il Mhm. faut vraiment structurer ton cocktail assez rapidement. Mais en revanche, ça peut donner un résultat complètement balade par rapport à un espresso du Kenya ou un espresso du Brésil, par exemple. Donc, euh, donc c'est beaucoup d'essais à faire. Il y a pas vraiment d'interdit de café à utiliser. Il faut faire beaucoup de tests et beaucoup d'extraction et ouais, plein de tests, vraiment beaucoup de tests. Ok, cool. Merci beaucoup, Mickaël. On en a bu des trucs dégueux avant d'arriver à des résultats convaincants, quoi. Oui, c'est sûr, ouais, il faut faire beaucoup de tests. Ouais. Euh, J'appelle au chat si vous avez des questions pour Mickaël par rapport au cocktail café et le cocktail tout court. N'hésitez pas. Les juges aussi, oui, les juges boivent beaucoup aussi. Oui, on ne sait pas à quel point ils gardent leur concentration Ouais. au bout d'un moment. C'est pour ça qu'en finale, il y a un seul jury pour juger les 6 candidats, mais en qualification, il y a deux ou trois jurys et qui alternent entre technique et sensoriel. Ouais, pour pas être C'est complètement rond à la fin. ouais, c'est jamais 2 fois le même juge sensoriel. Ouais. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Mm. Pour info, on va des cocktails au levain. Alors, il y a une boisson apparemment que tu peux faire avec du levain. J'ai essayé, ça a été un énorme échec. C'est une fermentation que tu fais avec du vieux pain, que tu fais infuser dans de C'est Thomas l'eau. qui fait ça. Thomas, Ouais, chez vous? Ouais, chez ouais. lui. Tu fais infuser du pain rassis dans de l'eau, ça ramollit, tu filtres, tu mets du citron, du miel et du levain, et ça reprend en fait tout ce qu'il y a dans le levain, enfin tout ce qu'il y a dont a besoin le levain dans le pain qui est infusé du coup. Euh, et tu peux faire fermenter comme ça une semaine. Après tu filtres et ça te donne un truc fermenté quoi.
Le problème de ça, c'est que le levain, il y a deux types de levain dans le pain. Il y a du levain lactique ou du levain acétique. Et rapidement, ça tourne vers l'acétique et c'est complètement très difficile à maîtriser. Là, il y a Solange qui apporte une info supplémentaire. Elle dit c'est le kvass, le Ouais, kass, ouais, le, ouais, c'est ça. le kvass, voilà, apparemment très connu en Asie centrale. Ouais. Mais Intéressant. pas incroyable. Ça se rapproche du kombucha, mais je trouve que le kombucha est un peu plus intéressant et un peu plus complexe. Ok, très bien, intéressant. Bon, bah, ce serait cool de déguster ça. Il vaut mieux faire des gaufres que du kvass, quoi. C'est sûr. Mm. Ok, cool, cool. Bon, je pense que tout le monde a posé ses petites questions pour pouvoir les Exactement. déguster. Merci à tous d'avoir suivi cette activité avec Mickaël sur les cocktails à base de café. Merci beaucoup, Mika, pour tout ça. Avec plaisir. Et à bientôt. Ouais, salut. Ciao.